Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre attention. Voici le sommaire de ce journal. La Chine apporte son soutien au gouvernement du Bénin dans la riposte contre la Covid-19. Son ambassade à Cotonou a fait don au gouvernement de matériel de protection. Plusieurs autres entreprises lui ont également emboîté le pas. Première réunion de municipalité à Cotonou, les conseillers ont planché sur plusieurs sujets, notamment l'organisation des examens au niveau des centres d'examen de Cotonou. Vous suivrez dans ce journal le point du maire de Cotonou. Et puis le processus d'introduction au Bénin d'équipements électriques performants démarre dans quelques jours. Le ministre de l'Énergie l'a annoncé ce vendredi au cours d'une conférence de presse à Cotonou. Merci et bienvenue à cette édition Lutte contre le coronavirus au Bénin. L'ambassade de Chine à Cotonou et plusieurs autres entreprises de la place apportent leur appui au gouvernement. Il s'agit des dons en nature et numéraire. Le compte-rendu donc de cette cérémonie de remise de dons signé Alexis Dancy. 4 donateurs en un même geste de cœur pour aider le Bénin à consolider tous les gestes anti-Covid. Et à mesure que les chiffres se précisent, les dons se multiplient. Au ministère de la Santé, ils ouvrent leurs bourses pour soutenir le Front national contre le coronavirus. Pour lutter contre cet défi venant de la nature à l'humanité, il faut la solidarité internationale. Les sociétés chinoises résidant ici, à travers ce geste de dons matériels, financiers, pour démontrer aussi leur solidarité. L'ambassade de la Chine près le Bénin est au premier rang de cet acte. Dans la foulée, l'ensemble des entreprises chinoises au Bénin alignent chèques et matériels médicaux. Toutes les entreprises chinoises et leurs employés se mobilisent activement derrière le peuple béninois sur le front de lutte de cette pandémie, pour éviter le chaos au plan national. Le Bénin est certes votre patrie, et pour la grande majorité des Chinois y résidant, elle est aussi devenue la deuxième patrie pour eux. Comme un proverbe africain se dit, une famille unie mange dans la même assiette. Face donc à ce défi mondial en général, et béninois en particulier, la Chine et le Bénin se soutiendront mutuellement. À la suite des sociétés chinoises au Bénin, c'est la Société des ciments du Bénin qui manifeste sa générosité en apportant des matériels médicaux. La fourniture de ce lot de matériel entre dans le cadre de l'engagement de la SCB Ciment Bouclier aux côtés du ministère de la Santé pour maintenir le niveau de vigilance des concitoyens et pour faire face à ce fléau. La Société de transport maritime Maersk Bénin boucle la boucle des dons avec aussi des matériels médicaux. Maersk Bénin vient humblement honorer une contribution constituée de 400 lunettes de protection et 22 000 masques chirurgicaux. Nous espérons que cette modeste contribution aidera à renforcer les mesures prises par le gouvernement pour arrêter la propagation du Covid-19. Ces différents dons sont d'un véritable coup de pouce pour le gouvernement. Cette pandémie
nous met face au défi de la solidarité internationale. Parce que c'est qu'en restant unis et solidaires que nous arriverons à vaincre cette pandémie. En effet, ce virus ne connaît pas de frontières. Ça ne connaît pas de race. Ça ne connaît pas de religion. Ce virus passe partout. Et tant qu'il subsistera un cas de ce virus dans le monde, la bataille ne sera pas encore gagnée. Le coronavirus n'est pas encore vaincu. Les gestes barrières restent de mise, a rappelé le ministre de la Santé. Ces différents dons sont pour le ministère une véritable arme pour limiter la propagation du virus au Bénin. Et oui, le coronavirus gagne du terrain au Bénin. La barre symbolique des 1000 cas est franchie avec à la clé 14 décès. Malgré cette courbe ascendante, eh bien, les gestes barrières sont très peu respectés. Alors, comment se laver les mains et porter le masque pour se mettre à l'abri du virus? Dr Akogbeto Gabin Roméo nous rappelle ici l'observance de ces deux gestes barrières. Il est au micro de Koudou Sablaï. Nous devons nous laver les mains plusieurs fois dans la journée. Mais comment se laver les mains? Pour se laver les mains, vous prenez un peu d'eau dans la paume de votre main. Après, vous ajoutez votre savon. Voilà. Et vous frottez les deux paumes de main en faisant ces mouvements. Ensuite, vous frottez le dos de votre main et le dos des doigts de chaque côté. Vous frottez l'espace interdigital. Comme ça, vous frottez l'espace interdigital. Ensuite, vous nettoyez les ongles en faisant ces mouvements, le bout des doigts en faisant ces mouvements. Et de l'autre côté aussi, vous le faites. Puis, vous faites une rotation, comme ça. Et vous attaquez en dernière position le pouce qui est souvent oublié, que vous devez nettoyer. Et c'est après cela que vous prenez de l'eau pour nettoyer le savon et les déchets. Et en dernière position, vous prenez un mouchoir bien propre. Avec ce mouchoir, vous nettoyez l'eau. Et vous jetez en fait ce mouchoir dans une poubelle. Comment porter un masque et comment enlever un masque? Alors, vous prenez votre masque, comme ça, avec les cordes que vous enroulez derrière les oreilles. Et faites attention à ne pas toucher le masque. Vous tirez le bord inférieur en couvrant bien votre bouche. Et la partie métallique qui est en haut, vous l'adaptez par rapport à votre nez. Alors, quand vous utilisez le masque, vous devez éviter en fait de toucher à répétition cette partie externe du masque. Parce que c'est cette partie qui peut porter le virus à tout moment. Et si vous devez l'enlever, ne touchez pas cette partie. Vous reprenez les deux cordes et vous éloignez votre masque du visage. Après, vous le déposez dans une poubelle. Et sur l'évolution vertigineuse des statistiques sur la Covid-19 au Bénin, eh bien, hier, dans le 20h d'Ariane da Silva, le ministre de la Santé a apporté des clarifications. Je vous propose de suivre en nouvelle diffusion les propos du professeur Benjamin Oupati. Je confirme et je précise qu'effectivement, à la date du 24 juin 2020, nous comptons 1017 cas. Et ces 1017 cas nous fait passer la courbe, le chiffre fatidique des 1000 cas. Il faut dire que sur la même lancée, dans la journée d'hier, nous avons eu à dépister pour la première fois plus de 100 cas en une journée. Nous avons eu exactement 115 cas. Il faut dire que ces 115 cas sont issus du diagnostic posé sur les cas contacts de cas confirmés. Ça signifie que si nous arrivons à faire près de 500 tests en une journée, que nous avons 115 cas, ça signifie qu'il y a de plus en plus de cas positifs et il y a de plus en plus de cas contacts de ces cas positifs. C'est dire que le mal est effectivement dans la communauté et qu'il faut plus que jamais que les populations respectent strictement les mesures barrières mises en place, c'est-à-dire le port systématique de masques dans tous les lieux publics,
le lavage systématique des mains à l'eau au savon ou la désinfection des mains au gel ou à la solution hydroalcoolique et évidemment le respect de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre qui permet d'éviter d'être en contact les uns des autres et de se transmettre le virus. Il faut dire que parmi ces cas, nous avons eu 14 décès. Ces 14 décès sont issus de cas graves. Ces cas sont graves parce que lorsqu'ils arrivent, ils sont en détresse respiratoire. Ils sont en détresse respiratoire et malheureusement, ils consultent tardivement. Ils arrivent à l'hôpital tardivement. Et c'est le lieu encore d'appeler les populations à consulter tôt. Avant, on les incitait à consulter tôt, mais aujourd'hui, il est plus que jamais question qu'au moindre petit signe, je dirais même un petit essoufflement, ne serait-ce qu'une quinte de toux ou un petit rhume ou une petite sensation de non-sensation des odeurs ou autre, il faut immédiatement consulter. Surtout, j'attire l'attention que ces cas graves surviennent sur des sujets qui portent des tares, notamment le diabète, la drépanocytose, l'asthme, les maladies respiratoires et autres. Et ces sujets sont encore plus fragilisés par rapport à cette maladie. L'ensemble de la population doit consulter tôt, mais plus encore ces cas. Il faut que dès le moindre petit signe, le réflexe soit d'aller vers les agents de santé, d'appeler le numéro 136 du ministère de la Santé pour se signaler et se faire prendre en charge. Si on ne prend pas en charge tôt, la complication, c'est la mort. Nous avons effectivement eu à faire des constats. La majorité des cas graves qui posent problème au personnel soignant et les cas qui décèdent sont des personnes qui ont consulté tardivement. Après 8 à 10 jours de traitement à domicile, après avoir fait de l'automédication. Et c'est pour ça que nous insistons impérativement sur la nécessité de consulter tôt. Lorsque la consultation se fait tôt, la stratégie mise en place par le gouvernement, qui repose sur le traitement présomptif dès les premiers signes, a plus d'efficacité. Il faut que dès le moindre petit signe on consulte et que le personnel de santé ait le réflexe de mettre le traitement présomptif et également de procéder au diagnostic. C'est le lieu également pour moi de dire oui, il y a des décès, il y a la question de l'enterrement, mais je voudrais aussi rassurer les populations que la prise en charge, elle est totalement gratuite d'abord. Lorsqu'elles viennent au niveau des structures de santé, on les prend en charge totalement gratuitement pour éviter justement que ces décès ne surviennent. Parce que lorsque les décès surviennent justement, l'enterrement se déroule dans des conditions particulières qui sont définies par des normes internationalement reconnues par les autorités de santé publique au niveau mondial. En effet, la manipulation des cadavres issus de situations d'épidémie est hautement contagieuse. Et c'est ce qui fait que cet enterrement ne peut se faire que par le personnel de santé formé à cet effet. Les parents restent loin et on veille à ce quand même que les rites religieux se déroulent pour vraiment respecter la dignité de la personne décédée, mais l'enterrement est réalisé exclusivement par le personnel de santé, les parents étant à très bonne distance. C'est pour ça qu'il est impératif qu'on n'en arrive pas là. Nous respectons beaucoup nos parents, nous respectons beaucoup nos prêches, préservons-les en respectant les mesures barrières, mais surtout encore là où nous sommes aujourd'hui, en consultant tôt dès les premiers signes pour éviter d'arriver au stade de gravité qui peut entraîner vers la mort. Il y a 2 stratégies de quarantaine ou d'isolement. L'isolement à domicile, avec le respect strict des mesures barrières et du traitement, et l'isolement pour les cas graves dans les structures que nous avons identifiées et dédiées à cet effet. Donc les personnes qui sont effectivement souffrantes, qui ne présentent pas des signes dangereux, à partir du moment où elles démarrent le traitement, elles restent à domicile avec un suivi par l'équipe de santé de la zone sanitaire, les équipes d'intervention rapide, jusqu'à la guérison. Mais les cas graves, les cas sévères sont systématiquement, et les sujets porteurs de tares, les sujets porteurs de drépanocytose, de diabète et autres, sont systématiquement hospitalisés au niveau des sites de prise en charge. Ça permet d'anticiper sur la survenue de signes de gravité et de pouvoir les prendre en charge assez tôt. Le gouvernement a très tôt pris la mesure des choses et a entrepris un certain nombre d'actions, notamment en accentuant la sensibilisation, notamment au niveau des chaînes de radio, télévision et autres, et
notamment dans toutes les langues, bien sûr, dans toutes les langues, mais également vers des groupes cibles. Vous avez pu constater que le gouvernement a rencontré les confessions religieuses dernièrement pour insister encore davantage sur cette sensibilisation et sur le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, nous avons rencontré les gestionnaires des marchés et hier, le ministre de l'enseignement secondaire et de la formation technique et professionnelle et moi avions rencontré les responsables des établissements secondaires. C'est vous dire que le gouvernement ne reste pas du tout inactif, que le gouvernement entreprend beaucoup d'actions pour essayer de contenir cette pandémie et surtout de veiller à ce que nos populations puissent respecter les mesures barrières prescrites et surtout venir tôt consulter pour ne pas arriver à des stades de gravité pouvant entraîner la mort. La gestion de la Covid, le contrôle de la propagation de la Covid-19 est une question de responsabilité individuelle et collective. Il faudrait que nous ayons à l'esprit de pouvoir préserver les nôtres qui sont fragiles d'arriver à des stades de gravité pouvant entraîner la mort. Chacun de nous a des personnes souffrant de tard dans sa famille. Et il faut les protéger. Les protéger, c'est respecter strictement les mesures barrières. Et je voudrais pour finir rappeler que le numéro, la ligne rouge, la ligne du ministère de la Santé pour recueillir les symptômes ou autres plaintes, c'est le 136. Appelez le 136 dès le premier signe que vous avez pour être pris en charge. Restons sur le registre de la santé pour dire que des efforts sont faits pour des soins de qualité aux populations. Des dysfonctionnements existent encore dans les structures sanitaires. Alors la commission chargée du contrôle des structures de prestation de soins médicaux a relevé ces fausses notes qu'elle a partagées cet après-midi avec les professionnels des médias. Suivant ici un extrait de cette conférence de presse recueillie par Jean-Claude James. Le présent point de presse constitue un nouveau départ pour la commission qui a été renforcé par le chef de l'État à travers la création de 12 cellules départementales qui en sont les démembrements. Installées officiellement le 13 février 2020, ces cellules départementales sont déjà mises au travail. Elles ont participé à la réalisation des saisines et à l'évaluation des mesures de protection de Covid au début de la pandémie. Tout juste avant le déclenchement de la pandémie, la Commission a effectué le contrôle de l'application des décrets 2019-124 et 2019-125 relatifs à l'organisation du temps de travail des professionnels de la santé dans les hôpitaux publics de 11 départements, sauf celui du littoral. Les résultats montrent que, en dehors de l'application par certains médecins qui n'ont pas voulu, ces décrets sont appliqués dans tous les hôpitaux qui ont été visités. Ils étaient au nombre de 33. Les charges de travail calculées pour le personnel médical sont dans l'ensemble inférieures au seuil fixé par les arrêtés d'application de ces décrets. Les acteurs ont unanimement reconnu les bénéfices suivants: le respect des horaires de travail et la ponctualité au poste du personnel soignant, la disponibilité des personnels de santé pour la continuité de l'offre de soins, une meilleure documentation des activités au cours des gardes et des astreintes, une traçabilité des activités menées et des soins de santé posés, la responsabilisation des prestataires dans les actes médicaux et la disponibilité des agents pour l'accueil des clients. Les difficultés répertoriées et relevées par les acteurs des hôpitaux publics sont les suivantes. Il s'agit de l'insuffisance de médecins spécialistes et de personnel soignant qualifié, ce qui amène à des heures excessives de garde et de travail et d'astreinte avec un risque d'épuisement du personnel qualifié. Mais également une insuffisance des actes
par le personnel médical lorsque ce personnel est en excès. On a constaté également l'absence des heures de repos pour le personnel dans certains hôpitaux, l'absence de copie des outils remplis à garder par les directeurs des hôpitaux et l'inexistence d'un guide de remplissage des outils et la multitude des outils de rapportage et de suivi, ce qui prend un peu de temps au remplissage. Face à ces constats, la Commission a recommandé la responsabilisation individuelle de chaque agent de santé, le suivi rigoureux du processus par la hiérarchie et le suivi des allocations d'indemnités qui sont les gages de la réussite de cette nouvelle organisation. La Commission a également réalisé des saisines avant et pendant la pandémie de la Covid-19. À travers 2 autosaisines, nous avons découvert avec une grande stupéfaction et regret que certains agents continuent de s'adonner au trafic et à la vente illicite des médicaments et des produits de santé dans certaines de nos formations sanitaires. C'est le cas de l'hôpital de zone de Banikwara, où 5 agents impliqués dans cette pratique ont été pris en flagrant délit. C'est aussi le cas de la zone sanitaire de Kome-Bopa-Huyogbe Grand Popo, où 2 agents, et le cas de la zone sanitaire de Lokossa à Tiémé, où 3 agents ont été pris la main dans le sac. Tous ces agents pris en flagrant délit de détention ou de vente illicite de médicaments et produits de santé savent déjà eux-mêmes qu'ils subiront les rigueurs des tests en vigueur. Le processus de sanction à leur encontre est déjà enclenché. Les autres cas de saisine concernent d'une part des cas de dysfonctionnement dans la prise en charge ayant entraîné un décès d'un garçon de 13 ans au CNHU, d'un nouveau-né au centre de santé de Sé, dans la commune de Huyogbe, d'une femme en couche à l'hôpital d'instruction des armées de Cotonou, à la clinique Espoir de Parakou, à la clinique Grâce Divine d'Akobato à Cotonou et à l'hôpital de zone d'Adjoum. D'autre part, les saisines ont concerné le rançonnement de la part d'un agent de santé au CNHU de Cotonou et l'exercice illégal de la médecine dans le cabinet de soins infirmiers Le Verseau à Dassa. Nous profitons, une fois encore, de cette tribune pour demander au personnel de santé de prendre garde, surtout ceux qui sont dans les cabinets de soins infirmiers où l'on pratique des interventions de chirurgie. Nous rappelons également à la population qu'elle peut dénoncer les actes de mauvaise pratique par message sur le téléphone WhatsApp du ministère de la Santé. Il s'agit du 91 44 44 44. En cette période de peur du coronavirus, rappelons que nous sommes tenus de mettre en pratique les mesures de prévention. Que Dieu nous donne la grâce d'avancer. La communauté internationale célèbre ce vendredi 26 juin la journée de lutte contre la drogue. Pour cette édition, les Nations Unies ont retenu comme thème la santé pour la justice pour la santé. Sakalafia, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Bénin, a s'était fait rappeler aux citoyens certains méfaits de la drogue. On l'écoute au micro de Stanislas Linkmont. La drogue, avec son corollaire de crimes transnational organisé, est un fléau qui mine dangereusement le progrès de tous les pays. Le Bénin n'est pas épargné malgré les efforts soutenus du gouvernement, aussi bien dans le domaine de la répression du trafic illicite de la drogue que dans celui de la prévention et du traitement de la toxicomanie. Il est une évidence que sans la santé, il n'y a pas de développement. L'avènement de la pandémie du Covid-19 en est une preuve.
En raison de ce que la drogue nuit gravement à la santé, le gouvernement du Bénin a pris la ferme décision de la combattre en incitant les institutions responsables de la justice pénale, de la santé et des services sociaux à apporter des solutions intégrées, conformément aux conventions internationales relatives au contrôle de la drogue, aux obligations en matière de droits de l'homme et aux objectifs de développement durable. C'est aussi l'occasion pour les pouvoirs publics, mais aussi pour la société civile, d'organiser des activités de sensibilisation. La drogue n'est pas seulement le cannabis, la cocaïne, amphétamine, dont la production, la consommation et le trafic sont formellement interdits. La drogue, c'est aussi l'alcool, le tabac, la cigarette, le café, la cola, la chicha, qui restent encore accessibles et sont par conséquent des drogues licites. C'est aussi le lieu de souligner la dangerosité et l'abus de ces drogues, dites drogues licites. Et parlons de cette première réunion de municipalité de Cotonou ce vendredi, au cœur des échanges, le point de l'installation des chefs d'arrondissement, l'état des lieux, des arrondissements et le point sur la situation des centres d'examen de la ville. Suivons ici un extrait donc, du discours du maire de Cotonou à l'ouverture des travaux. Il est au micro de Lénec Agbazao. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est la réunion de la municipalité. Elle est pour nous, élus de la 4e mandature de la décentralisation, la première d'une série qu'ont prévu les tests régissant l'organisation et le fonctionnement des communes et définissant les compétences des communes à statut particulier dont la ville de Cotonou fait partie. L'ordre du jour autour duquel se feront nos échanges se présente comme suit. Point sur l'installation des chefs d'arrondissement de la commune de Cotonou. Ces points seront faits par le premier, le deuxième et la troisième adjointe. État des lieux des arrondissements après l'installation des chefs d'arrondissement. Les chefs d'arrondissement interviendront pour nous faire l'état des lieux. Et point sur la situation des centres d'examen retenus pour le certificat d'études primaires, édition 2020. Et donc, le DSP et d'autres services certainement interviendront. Après, nous aurons une communication sur l'état civil et le code des personnes et de la famille. Une autre communication sur la déontologie administrative. On en a besoin pour la gestion de nos arrondissements. Ensuite, on passera au bureau. Je souhaite que nous puissions parcourir ces points à travers des débats guidés par la seule motivation de servir nos concitoyens. Et puis, cela fait 3 ans déjà que le deuxième compact du Millennium Challenge Account est déployé pour impacter spécialement le secteur de l'électricité et pour porter l'information au public. Les responsables du MCA Bénin ont organisé une visioconférence hier à Cotonou. Jérôme Mouba. Il y a 3 ans, le gouvernement du Bénin et les États-Unis ont matérialisé leur accord de coopération à travers le Millennium Challenge Account, deuxième compact. Il s'agit d'une subvention de 375 millions de dollars US exclusivement consacrée aux travaux dans le secteur de l'électricité. Ces travaux vont améliorer le service d'énergie électrique pour le groupe béninois, augmenter la fiabilité et la stabilité des réseaux et fournir une marge de progression de puissance économique à la prochaine génération. Et finalement, le compact a permis de signer des accords qui permettront de mobiliser 16 millions de dollars d'investissement direct grâce à une stratégie de cofinancement de 9 millions de dollars provenant du compact pour la production de l'électricité au réseau. Le dit accord qui entre dans le cadre de la facilité pour l'énergie propre au Porto, offrant des systèmes solaires domestiques de qualité au ménage, améliorant les services publics et l'efficacité énergétique industrielle, permettront des investissements supplémentaires du secteur privé pour construire des milliers de réseaux.
Les projets aboutiront à augmenter d'au moins 50 MW la capacité du Bénin à produire sa propre électricité. Aujourd'hui, le gouvernement a une vision très claire et c'est pour ça qu'il y a eu la construction de la centrale diable de Mariette à 120 MW. Si vous avez suivi récemment l'actualité, le gouvernement a lancé notre appel d'offres pour la construction d'une autre centrale de 120 MW aussi à Mariette. À tout cela, il y a d'autres projets qui sont en cours. Ce n'est pas seulement le projet de LC2, réalisé dans le cadre de LC2. Il y a d'autres projets qui sont en cours et qui permettront après de donner au Bénin une certaine autonomie énergétique. Mais malgré l'autonomie énergétique, nous sommes dans un contexte sous-régional, nous sommes dans le contexte où il y aura un marché, il y aura toujours des mouvements d'énergie qui vont circuler à travers les pays. Et cela renforcerait d'autant la disponibilité de l'énergie électrique. Le MCA Bénin intervient à travers les initiatives d'électrification hors réseau, la production et la distribution d'électricité, la réforme politique et le renforcement institutionnel. Malgré la pandémie du coronavirus, la coordination maintient le cap, mais à distance. En observant les mesures barrières exécutées par le gouvernement et en faisant pour le personnel, soit du télétravail ou de la rotation personnelle, nous avons continué à travailler avec les entreprises, les consultants, les experts à distance. Tout ce qui peut être fait à distance a été fait à distance. Que ce soit la validation des documents, que ce soit les échanges, etc. Même les réceptions en usine, il y a des réceptions en usine qui vont commencer la semaine prochaine. Il y aura ceux qui sont de l'autre côté qui vont assister. Mais nous qui sommes ici, nous ne pouvons pas assister compte tenu des frontières qui sont formées, fermées, etc. Mais nous allons poursuivre à distance. Avec les appuis du MCA deuxième compact, le Bénin va accroître sa capacité de production, soit le tiers des besoins actuels en heure de pointe. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+, avec la perspective stable pour l'économie béninoise. Mais de quoi retourne concrètement une telle décision dans un contexte économique mondial marqué par la récession? Élément de réponse à travers ce document signé Renaud Capo. L'Agence internationale de notation financière Standard & Poor's a maintenu la note B+, avec la perspective stable attribuée à la République du Bénin. Selon certains observateurs avertis de l'actualité économique, cette décision confirme la solidité des fondamentaux économiques du pays. Aujourd'hui, le Bénin est noté B+, perspective stable. Ça veut dire simplement que le Bénin est classé dans le peloton de tête. C'est l'une des meilleures notes au plan africain. Et donc le Bénin est un pays crédible, un pays sérieux au plan international. Alors que plusieurs pays d'Afrique ont vu leur notation dégradée depuis le début de la pandémie du coronavirus, le Bénin se maintient ainsi parmi les pays africains bénéficiant de la meilleure notation de crédit, gratifiant les réformes économiques entreprises par le gouvernement depuis 2016. D'abord, c'est quoi la notation? Ce type de notation faite par l'agence et Standard & Poor's. Et il faut souligner que dans l'environnement économique international, les différents pays sont confrontés donc à des besoins de financement et dans le but d'attirer le maximum de capitaux sur le marché financier international, les pays sont amenés à émettre ce qu'on appelle des signaux sur le marché de façon à pouvoir montrer leur capacité à obtenir beaucoup plus de ressources sur le marché financier. Et aujourd'hui, cette institution qui évalue donc les différents pays dans le monde a attribué encore au Bénin la note B+. Par cette décision, Standard & Poor's relève l'amélioration continue des indicateurs macroéconomiques du Bénin depuis plusieurs années. Quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte dans cette notation? Nous avons la capacité du pays à créer de la richesse. Deuxièmement, nous avons la solidité donc des finances publiques. Troisièmement, nous avons la probabilité de risque. Et quatrième élément, c'est la stabilité donc des institutions au niveau du pays. Cette note, elle varie généralement de D jusqu'à A. La note D, c'est la note la plus mauvaise. Les notes de la catégorie A sont les meilleures notes. Aujourd'hui, le Bénin a la note B+.
Nous sommes dans une bonne situation comparativement à beaucoup d'autres pays africains. Cette notation confirme aussi les perspectives positives du Bénin, avec une croissance réelle du PIB estimée à 6,3% en moyenne sur la période 2021-2023 par Standard & Poor's. La performance du Bénin est obtenue à partir de deux grands facteurs. On a une bonne perspective de croissance économique qui est favorisée par les investissements. Ensuite, nous avons une croissance des exportations. Une croissance, bien sûr, qui provient aussi bien du secteur agricole que des performances réalisées par le secteur portuaire. Deuxième volet, qui est non moins important, cela regroupe en fait toutes les réformes qui ont été menées sur le plan de l'assainissement des finances publiques. L'agence reconnaît par ailleurs que la politique de confinement ciblé mise en œuvre par le gouvernement permet de limiter les effets néfastes de la pandémie sur l'économie béninoise. Elle estime aussi que le soutien obtenu de la part des partenaires multilatéraux et bilatéraux depuis le début de la crise de la Covid-19 devrait limiter les pressions sur la balance des paiements et le budget en 2020. Que le Bénin soit noté B+, dans cette période, est une performance exceptionnelle. Et j'explique. Vous savez que le monde entier est en crise, donc il y a la crise de la Covid-19. Et cette crise a entraîné un ralentissement de l'économie mondiale. Et les agences de notation, de façon générale, sont en train de dégrader les différents pays. Dans ces conditions, où de façon générale on assiste à des dégradations un peu partout, le Bénin s'est fait remarquer par un maintien de sa note. Dans ce contexte, Standard & Poor's anticipe une augmentation relativement contenue de l'endettement du gouvernement en 2020 à 43% du produit intérieur brut et projette dès 2021 un retour à une trajectoire très favorable en matière de croissance, de finances publiques et d'endettement du pays. Ces agences reconnaissent la performance économique du Bénin et savent que le Bénin va rebondir juste après la pandémie. L'agence de notation rappelle enfin la décision du gouvernement de ne pas participer à l'initiative de suspension du service de la dette mise en place par le G20. Cette décision contribue ainsi à rassurer les investisseurs du Bénin. Le ministre de l'économie et des finances a expliqué les tenants et aboutissants d'une telle position lors d'une interview accordée à la presse internationale. Ce que nous notons, c'est qu'un moratoire de quelques mois ne fait que repousser les difficultés à l'année prochaine. Par ailleurs, le fait d'accorder un moratoire au budget semble accorder une respiration, mais en réalité, ça ne donne pas les moyens d'affronter les dépenses nouvelles du Covid-19. Ça ne donne pas les moyens de continuer à apporter du soutien aux populations vulnérables qui souffrent des restrictions de mobilité, qui souffrent des doubles chocs sur la demande et sur l'offre. Mais en termes de demande pour répondre à une volonté de solidarité mondiale, nous pensons qu'il faut faire des choses qui ne nous empêchent pas de pouvoir demain continuer le chemin de la croissance. Vous savez, dans la plupart de nos pays, la capacité de mobilisation de ressources internes est faible. Le secteur privé est faible. Ce qui fait que la nécessité pour nos gouvernements d'investir pour impulser la croissance, pour répondre aux besoins de nos populations vulnérables, cette nécessité elle est forte. Mais ces investissements à faire par les États ne peuvent se faire que l'accès au financement. Donc toute solution qui rendrait difficile ou coûteux l'accès au financement futur handicaperait notre capacité à renouer avec le chemin de la croissance. Le choc massif et brutal produit par la pandémie du coronavirus a plongé l'économie mondiale dans une grave récession. Selon les prévisions de la Banque mondiale, le PIB mondial va diminuer de 5,2% cette année. Malgré ces projections tournées vers la déflagration économique, le Bénin, tel un roseau, plie et ne rompt pas. Et puis le rideau sur la première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel de la communication. Eh bien, les travaux se sont donc achevés hier à Cotonou sur de nombreuses décisions qui ont été prises à l'occasion de cette session. On fait le point avec Rachida Biom. 5 points majeurs résument le rapport de cette première session ordinaire de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication démarrée depuis le 25 février. 1. Respect de l'éthique et de la déontologie en matière de presse et de communication par les professionnels des médias tant du service public que du secteur privé. 2. Organisation de la campagne exclusivement médiatique des élections communales du 17 mai 2020. 3.
activités relatives au dossier de renouvellement des conventions arrivées à terme, modernisation du système de cadre de presse et 5 autres activités. Au rang des défis relevés par l'institution fêtière de l'audiovisuel et de la communication au Bénin, la réussite de la campagne exclusivement médiatique des élections communales de mai 2020. Nous nous réjouissons de la chaleur de votre collaboration et nous saluons votre disponibilité à contribuer à la réussite de la campagne exclusivement médiatique des élections communales. Contribution que nous n'avons pas marchandée. Nous adressons enfin toutes nos félicitations au personnel de la HAC pour le travail abattu et tous nos encouragements pour le travail qui reste à faire. Restons toujours mobilisés pour des prouesses plus grandes. Continuons sans désemparer l'œuvre de construction de notre institution afin que la régulation responsable des médias soit un authentique instrument de développement. Cette plénière qui se referme aura duré 4 mois, au cours desquels d'importantes décisions ont été prises. Entre autres, la création d'une commission temporaire chargée de la mise en place d'un système de gestion automatique des cartes de presse au Bénin, la mise en demeure de quelques directeurs de publication de journaux, de directeurs de radiodiffusion et d'un promoteur de chaînes de télévision privées. Et puis le ministre de l'Énergie a animé ce vendredi une conférence de presse à Cotonou. Les échanges ont porté sur les normes minimales de performance énergétique. Alors pour désormais respecter ces normes, le Bénin a décidé de l'introduction d'équipements électriques performants, un processus dont la mise en œuvre démarre dans quelques jours. Ariane da Silva, Simon Villon. Il y a 18 mois, nous étions en décembre 2018. Le gouvernement a décidé par un décret du respect des normes minimales en matière de matériel électrique au Bénin. Tout est parti d'un constat. Dans le secteur, nous avons constaté évidemment que les équipements électriques sont énergivores. Les équipements électriques ne respectent pas forcément ou pas toujours les règles de sécurité. Et le gouvernement a décidé de mettre de l'ordre. Le 30 juin 2020 démarre la mise en œuvre des dispositions du décret portant normes minimales en matière de matériel électrique. Une décision qui va permettre d'assainir le marché des équipements électriques. Ce décret permet aussi d'instaurer une culture de l'efficacité énergétique. Cela est très important. Nous parlons tous de la production d'énergie, mais comme on a l'habitude de le dire, la première source de production, c'est l'efficacité énergétique. Parce que vous pouvez avoir la même qualité de service avec moins de consommation, si on utilise des équipements efficaces. 30 juin 2020, ce sera un nouveau jour qui va se lever dans notre pays, dans le secteur énergétique, pour permettre à nos concitoyens de choisir désormais en connaissance de cause, pour ne pas dire faire le meilleur choix, pour que ce que j'appelle des fois des vendeurs d'illusions ne leur proposent pas des choses à vil prix, alors que derrière on sait pertinemment que c'est leurs factures d'électricité qui pendant des années vont compenser ce qu'ils croient avoir acheté moins cher. Pour cette mise en œuvre, le rôle que jouera l'ABEM, c'est d'abord la coordination et le suivi des activités nécessaires à la mise en vigueur de cette norme d'étiquetage et le soutien technique à tous les acteurs de la chaîne d'importation d'équipements électroménagers. Au nombre des équipements concernés par ces normes, on peut citer les lampes, les réfrigérateurs et les climatiseurs. Et pour relever le défi de l'efficacité énergétique, chaque citoyen a un rôle à jouer. Il ne s'agit pas d'acheter des équipements efficaces pour économiser la totalité, les 100% de l'électricité qu'on peut économiser. Mais encore, faut-il avoir des gestes adéquats pour économiser plus. Pour ce qui concerne les lampes, il faut pouvoir les éteindre lorsque nous ne sommes pas à l'intérieur des locaux. Nous ne devons pas laisser les portes des réfrigérateurs ouvertes.
Nous ne devons pas mettre des repas chauds dans les réfrigérateurs. Dans certains locaux, on constate que nous mettons les climatiseurs à 16 degrés, oubliant que à cette température, nous consommons suffisamment d'électricité. À partir du 30 juin 2020, le Bénin intègre l'univers étoilé de l'efficacité énergétique. Ce concept qui permet de définir les moyens pour rationaliser la consommation d'énergie. Eh bien, ce journal se refait. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à demain.